Le 15 octobre 2003, Lorraine Caron, étudiante de 20 ans en cinéma à l'Université Paris 8, disparaît mystérieusement après avoir assisté à la séance de 22h15 du film Lost in Translation au cinéma Rex, boulevard Poissonnière. Sa mère la retrouve le lendemain matin, son sac à main abandonné sur le siège numéro 14 de la rangée G, ses clés de voiture encore dans la poche intérieure, son téléphone portable éteint posé à côté. Les caméras de surveillance montrent Lorraine sortant seule du cinéma à 23h47, marchant d'un pas normal vers la sortie principale. Après cela, plus rien, aucune trace, aucun témoin, aucun indice. Pendant 5 longues années, l'affaire reste un mystère complet pour la police parisienne et un cauchemar quotidien pour sa famille. Puis, le 12 mars 2008, un événement inattendu relance brutalement l'enquête. Henri Garnier, chiffonnier de 63 ans, découvre dans une poubelle près des studios de Boulogne-Billancourt une carte d'identité française au nom de Lorraine Caron, parfaitement conservée, comme si elle avait été délibérément placée là récemment. Cette découverte va révéler une vérité beaucoup plus sombre que tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires criminelles réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'automne 2003 à Paris. La capitale française vit au rythme effréné du début du nouveau millénaire. Les tours du quartier de la Défense scintillent sous un ciel d'octobre, particulièrement doux cette année-là, et les terrasses des cafés du Marais restent animées plus tard que d'habitude. Dans ce contexte d'une ville en mouvement perpétuel, le 9e arrondissement de Paris garde son charme particulier, mélange unique d'histoire et de modernité qui attire depuis toujours les étudiants et les artistes. Lorraine Caron a grandi dans cette effervescence parisienne. Née le 3 février 1983 à l'hôpital Saint-Louis, elle a passé toute son enfance dans un petit appartement de 3 pièces, rue de la Fidélité, dans le 10e arrondissement, avec sa mère Marie Caron, professeure de français au lycée Jacques Decour. Son père, Jean-Claude Caron, mécanicien automobile, avait quitté le domicile familial quand Lorraine avait 7 ans, laissant mère et fille se débrouiller seules dans la capitale. Cette rupture familiale avait paradoxalement renforcé les liens entre Marie et Lorraine, créant une complicité rare entre mère et fille. Dès l'adolescence, Lorraine manifeste une passion dévorante pour le cinéma. Elle passe ses après-midi libres dans les salles obscures du quartier latin, fréquente assidûment la Cinémathèque française et remplit des carnets entiers de critiques de films et d'idées de scénarios. Sa chambre, tapissée d'affiches de films de la Nouvelle Vague et de cinéastes américains indépendants, témoigne de cette obsession naissante. À 18 ans, elle s'inscrit naturellement en première année de cinéma à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, spécialisée dans les études cinématographiques et audiovisuelles. L'université, située à Saint-Denis, accueille chaque année des centaines d'étudiants passionnés par le 7e art. Lorraine s'y épanouit rapidement. Ses professeurs remarquent son sérieux, sa capacité d'analyse et surtout son regard particulièrement affûté sur les œuvres contemporaines. Elle rédige des mémoires remarqués sur le cinéma de Wong Kar-wai et développe un projet de fin d'études sur l'influence de la photographie de mode sur l'esthétique du cinéma français des années 2000. À l'automne 2003, Lorraine entame sa 3e et dernière année de licence. Elle partage sa vie avec Julien Lefebvre, étudiant en réalisation dans la même université, rencontré 2 ans plus tôt lors d'un cours sur l'histoire du cinéma européen. Leur relation, basée sur une passion commune pour le cinéma d'auteur et les longues discussions nocturnes dans les cafés de Belleville, semble solide aux yeux de tous ceux qui les côtoient. Julien, fils d'un pharmacien de Neuilly-sur-Seine, apporte à la relation une stabilité financière qui permet au couple de multiplier les sorties cinéma et les voyages dans les festivals européens. Le cercle social de Lorraine se compose principalement de ses camarades d'université et de quelques amis rencontrés dans les ciné-clubs parisiens.
Parmi eux, on compte Amélie Roussel, future monteuse, Thomas Girard, assistant réalisateur en herbe, et Sophie Lemaire, qui se destine à la production. Ce groupe d'amis se retrouve régulièrement au Café de Flore pour débattre des dernières sorties cinématographiques ou échafauder des projets de court-métrage. La personnalité de Lorraine frappe tous ceux qui la rencontrent. Petite et menue, avec ses longs cheveux châtains qu'elle porte souvent attachés en chignon négligé, elle dégage une intensité particulière quand elle parle de cinéma. Ses yeux verts s'illuminent littéralement quand elle analyse une séquence ou défend un point de vue esthétique. Cependant, cette passion peut parfois la rendre distante dans les situations sociales qui ne touchent pas à son domaine d'intérêt. Plusieurs de ses proches témoignent d'une certaine mélancolie chez Lorraine, une tendance à s'isoler quand elle traverse des périodes de doute créatif. Côté famille, les relations restent excellentes avec sa mère Marie. Les deux femmes se téléphonent quotidiennement et Lorraine passe encore 2 ou 3 soirées par semaine dans l'appartement familial de la rue de la Fidélité. Marie Caron, femme de 52 ans au caractère bien trempé, s'inquiète parfois des ambitions artistiques de sa fille, préférant une carrière plus stable, mais soutient néanmoins ses choix avec une loyauté absolue. Les relations avec son père Jean-Claude, qui vit désormais à Meaux avec une nouvelle compagne, se limitent à quelques appels téléphoniques espacés et une visite annuelle obligée. Financièrement, Lorraine jongle entre sa bourse d'études, l'aide ponctuelle de sa mère et un petit travail d'hôtesse d'accueil qu'elle effectue les week-ends dans différents événements culturels parisiens. Cette précarité relative ne l'empêche pas de cultiver sa passion pour le cinéma, quitte à sacrifier d'autres plaisirs de son âge. Le mercredi 15 octobre 2003 commence comme une journée ordinaire dans la vie de Lorraine Caron. À 8h30, elle assiste à son cours de théories esthétiques du cinéma contemporain, dispensé par le professeur Michel Chion dans l'amphithéâtre A de l'Université Paris 8. Ses camarades de promotion la décrivent ce matin-là comme particulièrement concentrée, prenant des notes détaillées sur l'analyse sonore dans les films de David Lynch. À la pause de 10h15, elle discute brièvement avec Sophie Lemaire des modalités de leur prochain projet de groupe, un court-métrage de fin d'études qu'elles doivent présenter en décembre. Le déjeuner se déroule à la cafétéria universitaire en compagnie de Julien et de Thomas Girard. Les conversations tournent autour du Festival de Cannes de l'année suivante et des films qu'ils espèrent y voir sélectionnés. Julien remarque que Lorraine semble légèrement préoccupée, mais elle évacue ses questions d'un haussement d'épaule, expliquant qu'elle réfléchit simplement à son mémoire de fin d'études. L'après-midi, Lorraine suit un séminaire de scénarisation de 14h à 16h, puis utilise la bibliothèque universitaire pour travailler sur ses recherches concernant l'influence de la photographie de mode sur l'esthétique cinématographique. La bibliothécaire, Madame Durande, se souvient parfaitement de l'avoir vue consultant plusieurs ouvrages spécialisés et photocopiant des articles de revues spécialisées. Elle quitte l'université vers 17h30, saluant plusieurs étudiants de sa promotion dans le hall principal. De retour chez sa mère vers 18h15, Lorraine dîne en tête-à-tête avec Marie Caron. Leur conversation porte sur les projets d'avenir de la jeune femme, qui commence à s'interroger sur ses possibilités d'insertion professionnelle après l'obtention de sa licence. Marie se rappelle que sa fille paraissait légèrement anxieuse, mais rien qui sorte de l'ordinaire pour une étudiante en fin de cursus. Vers 19h45, Lorraine reçoit un appel téléphonique sur le fixe familial. Marie, occupée à faire la vaisselle, n'entend que quelques mots de la conversation, mais remarque que sa fille semble surprise par cet appel. À 20h30, Lorraine annonce à sa mère qu'elle va retrouver Julien pour voir Lost in Translation, le nouveau film de Sofia Coppola qui sort en salle ce jour-là. Elle explique qu'ils ont réservé des places pour la séance de 22h15 au Cinéma Rex sur les grands boulevards. Marie trouve le choix du cinéma un peu étrange, car le couple fréquente habituellement les salles du quartier latin, mais Lorraine explique que c'est Julien qui a choisi et réservé. Elle part de l'appartement familial vers 21h, embrassant sa mère comme d'habitude, et emprunte sa Renault Clio blanche immatriculée, 456 ABC 75, garée rue de la Fidélité.
Le trajet jusqu'au cinéma Rex, boulevard Poissonnière, ne devrait pas prendre plus de 15 minutes en soirée. Lorraine connaît parfaitement ce parcours qu'elle effectue régulièrement pour se rendre dans les salles du centre de Paris. Pourtant, quand Marie Caron tente de joindre sa fille le lendemain matin vers 9h30, personne ne répond sur son téléphone portable. Inquiète, elle appelle Julien Lefebvre, qui lui apprend une information troublante. Il n'avait aucun rendez-vous prévu avec Lorraine la veille au soir. Plus encore, il ignorait totalement qu'elle avait l'intention d'aller voir Lost in Translation au cinéma Rex. Julien affirme avoir passé sa soirée chez lui, en compagnie de son colocataire Marc Duval, à travailler sur un projet de court-métrage. Cette révélation plonge immédiatement Marie dans l'angoisse. À 11h30, Marie se rend au cinéma Rex, boulevard Poissonnière. L'établissement, géré par la société UGC, conserve les objets trouvés dans ces salles pendant une semaine, avant de les transmettre au commissariat. L'employé de service, Madame Leblanc, confirme qu'un sac à main de femme a effectivement été découvert le matin même par l'équipe de nettoyage dans la salle 3, siège numéro 14, rangée G. Marie reconnaît immédiatement le sac en cuir marron de sa fille, contenant son portefeuille avec ses papiers d'identité, ses clés de voiture, son téléphone portable éteint et environ 60 € en espèces. Le directeur du cinéma, Monsieur Pellerin, accepte de visionner avec Marie les enregistrements des caméras de surveillance de la soirée du 15 octobre. Les images, en noir et blanc et de qualité moyenne, montrent effectivement Lorraine arrivant seule au cinéma vers 22h10. Elle achète son billet au guichet, se dirige vers la salle 3, et les caméras intérieures la perdent de vue. Les dernières images la montrent sortant de la salle à 23h47, soit 1h32 plus tard, durée exacte du film. Elle marche d'un pas normal vers la sortie principale, ne semble ni pressée ni inquiète. Après 23h48, plus aucune trace de Lorraine sur les enregistrements. Marie Caron dépose une main courante au commissariat du 9e arrondissement dès 14h ce même jeudi 16 octobre. L'officier de permanence, le brigadier Moreau, recueille sa déposition et lance immédiatement les premières vérifications d'usage. La voiture de Lorraine est rapidement localisée, stationnée rue Richer, à environ 300 mètres du cinéma Rex. Le véhicule, inspecté par les services techniques, ne révèle aucun signe de lutte ni d'effraction. Les clés sont retrouvées dans le sac laissé au cinéma. L'enquête préliminaire, confiée à l'inspecteur Laurent Mercier de la brigade de protection des personnes, commence immédiatement. Premier constat troublant. Personne dans l'entourage de Lorraine ne comprend pourquoi elle s'est rendue seule au cinéma ce soir-là, et surtout pourquoi elle a menti à sa mère sur ses projets de soirée. L'analyse de son téléphone portable révèle que le dernier appel reçu provient d'un numéro masqué à 19h47, soit exactement l'appel entendu par Marie Caron. Cet appel a duré 3 minutes et 27 secondes, mais son contenu reste un mystère. Les premières 48 heures d'enquête mobilisent d'importants moyens. Les services de police interrogent tous les proches de Lorraine, diffusent son signalement dans les commissariats d'Île-de-France et analysent minutieusement ses dernières activités. Julien Lefebvre, initialement soupçonné d'avoir menti sur son emploi du temps, voit son alibi confirmé par son colocataire et plusieurs voisins qui témoignent l'avoir entendu regarder la télévision jusqu'à tard dans la soirée. Le mystère s'épaissit quand les enquêteurs découvrent qu'aucun employé du cinéma Rex ne se souvient spécifiquement de Lorraine, malgré les images de surveillance qui prouvent sa présence. La séance de 22h15 comptait 63 spectateurs selon la billetterie informatisée, mais aucun témoignage ne permet de reconstituer le comportement de la jeune femme pendant la projection. Seul détail troublant, le siège numéro 15, juste à côté de celui où a été retrouvé le sac de Lorraine, était également occupé ce soir-là selon les réservations. Mais l'identité de cette personne reste inconnue, le billet ayant été acheté en espèces sans laisser de traces. Cet élément, apparemment anodin, va hanter l'enquête pendant des mois. Qui était assis à côté de Lorraine cette nuit-là?
Et surtout, quel était le contenu de ce mystérieux appel téléphonique qui l'a poussé à mentir à sa mère et à se rendre seule dans un cinéma qu'elle ne fréquentait jamais. Les semaines qui suivent la disparition de Lorraine transforment radicalement la vie de tous ceux qui l'entouraient. Marie Caron, professeure respectée au lycée Jacques Decour depuis 15 ans, ne parvient plus à assurer ses cours correctement. Ses collègues remarquent ses absences répétées, ses oublis inhabituels, et surtout cette expression hagarde qui ne la quitte plus. Le proviseur, M. Lebrun, lui accorde un congé exceptionnel dès la fin octobre 2003, comprenant que son état psychologique ne lui permet plus d'exercer dans de bonnes conditions. L'appartement de la rue de la Fidélité devient rapidement le quartier général d'une quête obsessionnelle. Marie transforme la chambre de Lorraine en véritable centre de commandement, tapissant les murs de photocopies d'articles de journaux, de plans de Paris annotés, de listes de témoins potentiels et de chronologies détaillées des derniers jours de sa fille. Elle passe ses journées au téléphone avec l'inspecteur Mercier, harcèle les services de police, contacte les hôpitaux de la région parisienne et distribue des milliers de tracts avec la photo de Lorraine dans tous les arrondissements de Paris. Cette mobilisation intense produit un flot constant de fausses pistes. Entre novembre 2003 et février 2004, Marie reçoit plus de 200 appels de témoins qui croient avoir aperçu Lorraine dans le métro, dans des cafés, sur des boulevards, parfois même dans d'autres villes de France. Chaque signalement relance l'espoir et plonge Marie dans une course effrénée à travers Paris, accompagnée parfois de l'inspecteur Mercier qui, touché par sa détermination, accepte de vérifier personnellement les témoignages les plus crédibles. Du côté de Julien Lefebvre, la disparition de sa compagne provoque une crise existentielle profonde. Incapable de se concentrer sur ses études, il abandonne progressivement ses cours à l'université Paris 8. Ses camarades témoignent d'un changement radical de personnalité. Le jeune homme bavard et enthousiaste qu'il connaissait devient taciturne, évite les rassemblements d'étudiants et passe des heures seul dans les cafés où il avait l'habitude de retrouver Lorraine. Son père, Philippe Lefebvre, pharmacien à Neuilly, s'inquiète suffisamment pour consulter un psychologue spécialisé dans l'accompagnement des proches de personnes disparues. La culpabilité ronge Julien. Il se reproche de ne pas avoir insisté pour accompagner Lorraine ce soir-là, de ne pas avoir remarqué qu'elle lui cachait quelque chose, et surtout de ne pas comprendre pourquoi elle avait menti sur leur projet commun. Cette incompréhension le pousse à mener sa propre enquête parallèle. Il interroge tous leurs amis communs, fouille les affaires personnelles que Lorraine avait laissées chez lui, analyse chaque conversation qu'ils ont eue dans les semaines précédant la disparition. Les amis du couple vivent également cette épreuve différemment. Sophie Lemaire, la plus proche confidente de Lorraine, développe une angoisse persistante qui l'amène à éviter les sorties nocturnes et les cinémas. Elle confie à sa mère avoir l'impression que quelque chose de terrible rôde dans Paris et craint constamment d'être la prochaine victime. Thomas Girard, lui, canalise son inquiétude dans l'activisme. Il organise des distributions de tracts devant les universités parisiennes, lance une pétition pour obtenir plus de moyens policiers et crée même un site internet rudimentaire pour centraliser les témoignages sur la disparition de Lorraine. L'enquête officielle, dirigée par l'inspecteur Laurent Mercier, explore toutes les pistes traditionnelles sans résultat probant. Les relevés téléphoniques de Lorraine révèlent des correspondances normales avec sa famille et ses amis, à l'exception de ce mystérieux appel masqué du 15 octobre. Les enquêteurs interrogent tous les employés du cinéma Rex, analysent les listes de spectateurs des films précédents, vérifient les antécédents judiciaires de tous les hommes ayant fréquenté l'établissement dans les semaines précédentes. Aucune piste sérieuse n'émerge. La théorie du départ volontaire, évoquée parfois par certains enquêteurs, ne résiste pas à l'analyse. Lorraine n'avait retiré aucune somme importante de son compte bancaire, n'avait emporté aucun effet personnel et surtout entretenait des relations excellentes avec sa mère et son compagnon. Son profil psychologique, établi par une psychiatre judiciaire, ne révèle aucune tendance dépressive, ni aucun signe de volonté de rupture avec son environnement. L'hiver 2003-2004 s'avère particulièrement difficile pour Marie Caron.
Les fêtes de fin d'année, qu'elle passe seule dans l'appartement de la rue de la Fidélité, marquent un tournant dans son comportement. Ses proches remarquent qu'elle commence à développer des théories de plus en plus élaborées sur la disparition de sa fille, échafaudant des hypothèses complexes impliquant parfois des réseaux criminels organisés ou des complots impliquant les autorités. Cette dérive inquiète suffisamment son médecin traitant, le docteur Arnaud, pour qu'il lui prescrive un suivi psychologique. L'année 2004 s'écoule dans cette attente angoissante. Marie reprend progressivement ses cours au lycée en septembre, mais ses élèves et collègues témoignent qu'elle n'est plus la même personne. Son enseignement, autrefois passionné et inspiré, devient mécanique. Elle évite les conversations personnelles, refuse les invitations de ses collègues et consacre tout son temps libre à perpétuer la recherche de sa fille. Julien, de son côté, parvient finalement à reprendre ses études en 2005, mais change d'orientation. Incapable de supporter l'environnement de l'université Paris 8, qui lui rappelle constamment Lorraine, il s'inscrit en master de journalisme à l'Institut français de presse. Ce changement répond à un objectif précis, acquérir les compétences nécessaires pour enquêter lui-même sur la disparition de sa compagne. Il rédige même son mémoire de fin d'études sur les défaillances de l'enquête policière dans les affaires de personnes disparues. Étude de cas basée implicitement sur l'affaire Lorraine. Les relations entre Marie et Julien, initialement soudées par leur douleur commune, se dégradent progressivement. Marie reproche au jeune homme de ne pas en faire assez, de reprendre une vie normale trop rapidement. Julien, de son côté, supporte mal les obsessions croissantes de Marie et ses accusations implicites concernant sa responsabilité dans la disparition de Lorraine. En 2005, ils cessent pratiquement de se voir, chacun poursuivant ses recherches de son côté. L'affaire Lorraine Caron connaît quelques rebondissements médiatiques ponctuels. En mars 2005, l'émission Appels à témoins de France 2 consacre un reportage de 12 minutes à la disparition, générant une nouvelle vague de témoignages dont aucun ne s'avère exploitable. En septembre 2006, le journal Le Parisien publie un article de 3 colonnes pour le 3e anniversaire de la disparition. Mais l'affaire retombe rapidement dans l'oubli médiatique. Pour les services de police, le dossier Lorraine Caron rejoint progressivement la longue liste des cold cases parisiens. L'inspecteur Mercier, muté en 2006 à la brigade financière, transmet le dossier à son successeur, l'inspecteur Claire Dubois, mais les moyens consacrés à l'enquête diminuent considérablement. Les vérifications se limitent désormais aux recoupements automatiques avec les autres affaires de disparition et au contrôle d'identité de routine. En 2007, Marie Caron traverse une période particulièrement sombre. L'absence de nouvelles depuis 4 ans la plonge dans une dépression profonde qui nécessite une hospitalisation de 3 semaines à l'hôpital Sainte-Anne. À sa sortie, elle semble avoir trouvé une forme de résignation douloureuse, mais continue de maintenir la chambre de Lorraine dans l'état exact où sa fille l'avait laissée le 15 octobre 2003. C'est dans ce contexte de deuil inachevé et d'enquête au point mort que survient, le 12 mars 2008, l'événement qui va tout changer. Le matin du 12 mars 2008, Henri Garnier entame sa tournée habituelle dans les rues de Boulogne-Billancourt. Âgé de 63 ans, cet ancien ouvrier métallurgiste devenu chiffonnier par nécessité économique parcourt quotidiennement un circuit précis dans cette banlieue aisée des Hauts-de-Seine. Ses journées commencent vers 6 heures du matin et suivent un itinéraire immuable. Départ de son petit studio de la rue de Silly, passage par les poubelles des résidences bourgeoises de l'avenue André Morizet, puis exploration méthodique du secteur des studios de cinéma et de télévision qui font la renommée de la ville. Henri connaît parfaitement son territoire. Ancien syndicaliste CGT chez Renault Billancourt, avant la fermeture de l'usine en 1992, il a sombré dans une spirale de chômage prolongé, puis d'emplois précaires qui l'ont mené à cette activité de récupération. Mais Henri n'est pas un chiffonnier ordinaire. Autodidacte passionné, il lit quotidiennement Le Figaro et Libération récupérée dans les poubelles des beaux quartiers, se tient informé de l'actualité politique et sociale,
et entretient une correspondance suivie avec plusieurs associations d'aide aux personnes en difficulté. Ce mercredi matin, vers 9h30, Henri s'arrête devant les containers de la rue du Point du Jour, à proximité immédiate des studios de Boulogne, où sont tournées de nombreuses émissions de télévision et productions cinématographiques françaises. Cette zone, qu'il visite 2 fois par semaine, recèle souvent des objets intéressants abandonnés par les équipes de tournage. Matériel électronique défaillant mais réparable, vêtements de scène, accessoires divers. En fouillant dans le container métallique situé au numéro 47 de la rue, Henri remarque un objet incongru, une carte d'identité française, parfaitement conservée, posée de manière visible sur un tas de détritus habituels. Ce placement, presque artificiel, l'intrigue immédiatement. Après 40 ans de vie active et 16 années de récupération, Henri a développé un sens aigu de l'observation qui lui permet de repérer immédiatement tout ce qui sort de l'ordinaire. La carte d'identité porte la photo d'une jeune femme brune, aux yeux verts, souriante, et le nom Lorraine Caron, née le 3 février 1983 à Paris 10e. Henri remarque plusieurs détails troublants. Le document, émis en 2001, devrait présenter des signes d'usure après 7 années d'utilisation, mais il semble quasiment neuf. Plus étrange encore, aucune trace d'humidité ou de dégradation due aux intempéries, alors que les poubelles de cette rue restent exposées aux éléments pendant plusieurs jours avant la collecte. Henri glisse la carte dans la poche intérieure de sa veste et continue sa tournée, mais l'objet le préoccupe. Vers 11h, installé sur un banc de la place Marcel Samba pour sa pause habituelle, il examine plus attentivement sa découverte. Le nom Lorraine Caron lui évoque un vague souvenir. Lecteur assidu de la presse, Henri possède une mémoire remarquable pour les faits divers et se souvient vaguement d'une affaire de disparition parisienne évoquée dans les journaux quelques années plus tôt. De retour chez lui vers 14h, Henri consulte sa collection de journaux conservés. Méthodique, il classe depuis des années les articles qui l'intéressent dans des classeurs organisés par thème. Dans la section « Faits divers », il retrouve effectivement plusieurs coupures de presse datées de 2003 à 2006, concernant la disparition d'une étudiante en cinéma nommée Lorraine Caron. La photo publiée dans Le Parisien correspond parfaitement à celle de la carte d'identité. Cette coïncidence troublante pousse Henri à une réflexion plus approfondie. Pourquoi la carte d'identité d'une jeune femme disparue depuis 5 ans se trouve-t-elle soudainement dans une poubelle de Boulogne-Billancourt, dans un état de conservation parfait? L'hypothèse d'un hasard lui paraît totalement improbable. Quelqu'un a délibérément placé ce document à cet endroit en espérant qu'il soit découvert. Vers 16h, Henri se présente spontanément au commissariat de Boulogne-Billancourt, rue de l'Ancienne Mairie. L'officier de permanence, le brigadier-chef Alain Moreau, accueille d'abord avec scepticisme ce chiffonnier qui prétend avoir découvert un élément crucial dans une affaire criminelle parisienne. Mais l'examen de la carte d'identité et le récit détaillé d'Henri changent rapidement l'attitude du policier. Le brigadier-chef Moreau contacte immédiatement ses collègues parisiens. Le dossier Lorraine Caron, bien que classé en cold case, reste ouvert et accessible dans les bases de données policières. L'inspecteur Claire Dubois, successeur de Laurent Mercier sur cette affaire, se rend personnellement à Boulogne-Billancourt dès 18h pour récupérer la pièce à conviction et auditionner Henri Garnier. L'interrogatoire d'Henri révèle un témoin d'une précision remarquable. L'ancien ouvrier décrit minutieusement les circonstances de sa découverte, fournit un plan détaillé de l'emplacement du conteneur et surtout livre une analyse pertinente des anomalies qu'il a observées. Son profil, homme cultivé, observateur, sans antécédents judiciaires, renforce la crédibilité de son témoignage. L'inspecteur Dubois ordonne immédiatement une perquisition approfondie du secteur de la rue du Point du Jour. L'équipe de la police technique et scientifique passe au crible tous les containers de la rue, analyse les systèmes d'éclairage public, interroge les riverains et surtout étudie la géographie particulière de cette zone, située à quelques centaines de mètres des studios de Boulogne. La découverte de la carte d'identité suscite immédiatement plusieurs questions cruciales. Pourquoi ce document réapparaît-il maintenant,
après 5 années d'absence totale. Qui l'a conservé pendant tout ce temps et dans quel but? Surtout, pourquoi l'avoir abandonné précisément dans cette rue, si proche des studios de cinéma? Cette proximité géographique représente-t-elle un hasard ou un indice volontaire? L'analyse scientifique de la carte révèle des éléments encore plus troublants. Aucune trace digitale autre que celle d'Henri Garnier et de Lorraine Caron elle-même. Aucune dégradation liée aux conditions climatiques. Mais surtout, les analyses chimiques détectent des résidus microscopiques de substances utilisées dans l'industrie cinématographique. Fixateurs photographiques, solvants de développement et traces de produits chimiques employés dans les laboratoires de tirage de films. Ces découvertes scientifiques orientent l'enquête vers une piste totalement nouvelle. Et si la disparition de Lorraine Caron était liée à l'industrie cinématographique parisienne? Cette étudiante passionnée de cinéma avait-elle été approchée par quelqu'un du milieu? L'appel mystérieux du 15 octobre 2003 provenait-il d'un professionnel lui proposant une opportunité dans le monde qu'elle rêvait d'intégrer? La découverte de la carte d'identité de Lorraine Caron provoque un électrochoc dans l'enquête qui semblait définitivement enlisée. L'inspecteur Claire Dubois, spécialisé dans les affaires de personnes disparues depuis sa mutation en 2006, comprend immédiatement qu'elle tient peut-être la clé de l'affaire la plus mystérieuse de sa carrière. Femme de 42 ans, ancienne de la brigade des mineurs, elle possède l'expérience et l'intuition nécessaires pour décrypter les signaux que lui envoie cette découverte inattendue. Dès le 13 mars 2008, l'inspecteur Dubois reconstitue entièrement le dossier Lorraine Caron. Elle reprend méthodiquement tous les éléments d'enquête collectés par son prédécesseur Laurent Mercier, réinterroge les principaux témoins et surtout réexamine l'affaire sous l'angle de cette nouvelle piste, l'industrie cinématographique. Cette approche, jamais explorée en profondeur lors de l'enquête initiale, ouvre des perspectives inattendues. La première étape consiste à analyser la géographie particulière de Boulogne-Billancourt. Cette commune des Hauts-de-Seine abrite, depuis les années 1920, l'un des plus importants complexes de studios de cinéma et de télévision d'Europe. Les studios de Boulogne, situés avenue André Morizet, ont vu naître des centaines de films français et européens. En 2008, malgré la concurrence des nouvelles technologies numériques, le site reste un centre névralgique de la production audiovisuelle française. L'inspecteur Dubois découvre que la rue du Point du Jour, où Henri Garnier a trouvé la carte d'identité, se situe dans un périmètre de 500 mètres des studios principaux. Plus intriguant encore, plusieurs sociétés de production indépendantes ont leurs bureaux dans ce secteur, ainsi que des laboratoires de développement photographique et des entreprises spécialisées dans la post-production cinématographique. Cette proximité géographique l'amène à reconsidérer entièrement le profil de la victime. Lorraine Caron, étudiante passionnée en cinéma, représentait exactement le type de profil susceptible d'être attiré par des propositions professionnelles dans ce milieu. Ses camarades d'université témoignent que Lorraine multipliait les candidatures spontanées auprès des sociétés de production, rêvant de décrocher un stage ou un emploi d'assistante qui lui permettrait de pénétrer le monde du cinéma professionnel. L'enquête révèle que Lorraine avait effectivement envoyé son curriculum vitae à plusieurs dizaines d'entreprises du secteur audiovisuel entre septembre et octobre 2003. Parmi ces courriers, retrouvés dans ses affaires personnelles, figure une candidature adressée à Artistic Vision Production, une société domiciliée avenue Jean-Baptiste Clément à Boulogne-Billancourt. Cette entreprise, spécialisée dans la production de courts-métrages et de films institutionnels, avait pignon sur rue en 2003. L'inspecteur Dubois tente de retrouver les traces de cette société. Ses recherches au greffe du tribunal de commerce révèlent que Artistic Vision Productions a été radié du registre du commerce en janvier 2004, soit 3 mois après la disparition de Lorraine. La société était dirigée par un certain Vincent Dallier, âgé de 43 ans en 2003, ancien assistant réalisateur reconverti dans la production indépendante. Les vérifications d'usage concernant Vincent Dallier révèlent un profil troublant.
L'homme possède un casier judiciaire mentionnant une condamnation en 1998 pour atteinte aux mœurs dans une affaire impliquant de jeunes mannequins mineurs lors de séances photographiques. La peine, limitée à une amende avec sursis, n'avait pas entraîné d'interdiction d'exercer dans le milieu artistique. L'adresse personnelle de Vincent Dallier en 2003 correspond à un appartement de la rue Marcel Samba à Boulogne-Billancourt, soit à moins de 3 kilomètres du lieu de découverte de la carte d'identité. Cette coïncidence géographique renforce les soupçons de l'inspecteur Dubois, qui lance immédiatement des recherches pour localiser cet homme 5 ans après la fermeture de son entreprise. Le 18 mars 2008, les investigations révèlent que Vincent Dallier a quitté la France en février 2004, soit 1 mois après la radiation de sa société. Selon les services des douanes, il s'est installé en Espagne, dans la région de Valence, où il aurait créé une nouvelle activité dans le tourisme. Cette fuite à l'étranger, intervenue si peu de temps après la disparition de Lorraine, éveille immédiatement les soupçons des enquêteurs. Parallèlement, l'inspecteur Dubois fait une découverte capitale en réexaminant les relevés téléphoniques de Lorraine. L'appel mystérieux du 15 octobre 2003 à 19h47, provenant d'un numéro masqué, avait échappé aux investigations approfondies lors de l'enquête initiale. Les nouvelles technologies informatiques de 2008 permettent des recoupements plus poussés avec les archives des opérateurs téléphoniques. L'analyse révèle que cet appel masqué provenait en réalité d'une ligne fixe professionnelle appartenant à Artistic Vision Productions. Cette découverte établit un lien direct entre Lorraine Caron et Vincent Dallier le soir même de sa disparition. L'étudiante avait donc bien été contactée par ce producteur quelques heures avant de se rendre mystérieusement seule au Cinéma Rex. Ces révélations poussent l'inspecteur Dubois à approfondir l'enquête sur les activités réelles d'Artistic Vision Productions. Les témoignages d'anciens collaborateurs, retrouvés grâce aux fichiers de l'ANPE et des organismes professionnels du cinéma, dressent un portrait de plus en plus inquiétant de Vincent Dallier et de ses méthodes de travail. Sandrine Moreau, ancienne assistante de production employée par Dallier entre 2001 et 2003, accepte de témoigner sous garantie d'anonymat. Son récit dévoile une face cachée de l'entreprise. Officiellement, Artistic Vision Productions réalisait des films institutionnels et des courts-métrages artistiques. Officieusement, Vincent Dallier proposait à de jeunes femmes des castings pour des productions internationales qui n'existaient pas, dans le but de réaliser des séances photographiques de plus en plus osées. Le témoignage de Sandrine Moreau révèle le processus utilisé par Dallier. Il contactait de jeunes étudiantes en cinéma, en théâtre ou en photographie, leur proposait de participer à des tests pour des rôles dans des productions européennes. Les premières séances, parfaitement professionnelles, visaient à mettre en confiance les candidates. Progressivement, Dallier orientait les séances vers des contenus plus érotiques, prétextant les exigences du marché international. Certaines jeunes femmes, séduites par les perspectives de carrière miroitées par Dallier, acceptaient de participer à des productions de plus en plus explicites. Sandrine témoigne avoir vu passer dans les bureaux d'Artistic Vision une dizaine de candidates entre 2001 et 2003, pour la plupart des étudiantes parisiennes âgées de 18 à 25 ans. Elle précise avoir tenté de prévenir plusieurs d'entre elles, mais Dallier veillait à maintenir un cloisonnement strict entre ses différentes collaboratrices. Le témoignage le plus troublant concerne les dernières semaines d'activité de la société. En octobre et novembre 2003, Sandrine Moreau se souvient que Vincent Dallier paraissait particulièrement nerveux et stressé pendant cette période. Il avait brusquement cessé ses activités de casting, licencié ses employés et commencé à déménager précipitamment le matériel de ses bureaux. Ces éléments convergent pour dessiner un scénario de plus en plus précis. Lorraine Caron, étudiante passionnée de cinéma et candidate naïve aux propositions de Vincent Dallier, aurait été contactée par ce dernier le 15 octobre 2003. Le producteur véreux lui aurait donné rendez-vous non pas dans ses bureaux, mais dans un lieu public, le Cinéma Rex.
Ce choix, apparemment étrange, s'explique peut-être par la volonté de Dallier de rassurer sa victime en proposant un premier contact dans un environnement familier et sécurisant. Mais que s'est-il passé ensuite? Comment Lorraine a-t-elle quitté le cinéma sans laisser de traces? Et surtout, pourquoi sa carte d'identité réapparaît-elle 5 ans plus tard dans une poubelle de Boulogne-Billancourt? L'inspecteur Dubois comprend qu'elle touche au but, mais les pièces du puzzle restent incomplètes. La localisation de Vincent Dallier en Espagne devient la priorité absolue de l'enquête. Le 25 mars 2008, elle transmet une commission rogatoire internationale aux autorités espagnoles pour obtenir l'arrestation et l'extradition de cet homme, qui détient probablement la clé du mystère Lorraine Caron. Le 8 avril 2008, les autorités espagnoles localisent Vincent Dallier dans la petite ville côtière de Culera, près de Valence. L'homme de 48 ans vit sous sa véritable identité dans un appartement modeste de la Cale del Mar, exerçant officiellement une activité de guide touristique pour des agences françaises. Cette existence apparemment tranquille contraste avec l'image du producteur véreux que les enquêteurs français avaient reconstitué. L'arrestation se déroule sans incident, le 10 avril au matin. Vincent Dallier ne manifeste aucune résistance et semble même soulagé quand les policiers espagnols lui annoncent qu'il est recherché par la justice française dans le cadre de l'affaire Lorraine Caron. Ses premiers mots, rapportés par l'interprète présent lors de l'interpellation, sont « Je savais que ce jour arriverait. J'ai vécu 5 ans avec ce poids sur la conscience. » L'extradition vers la France s'effectue dans les délais légaux. Le 18 avril 2008, Vincent Dallier est remis aux autorités françaises à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et immédiatement transféré au dépôt de la préfecture de police de Paris. L'inspecteur Claire Dubois l'attend pour ce qui s'annonce comme l'interrogatoire le plus crucial de sa carrière. La première audition, qui débute à 14h30 le 18 avril, révèle immédiatement que Vincent Dallier est prêt à collaborer avec la justice. L'homme, visiblement marqué par 5 années d'exil volontaire, explique d'emblée à l'inspecteur Dubois qu'il souhaite tout raconter concernant les événements d'octobre 2003. Son attitude coopérative surprend les enquêteurs, habitués à des suspects plus réticents. Vincent Dallier commence par confirmer qu'il a effectivement contacté Lorraine Caron le 15 octobre 2003 vers 19h45. La jeune femme avait envoyé son curriculum vitae à Artistic Vision Productions fin septembre, accompagnée d'une lettre de motivation particulièrement enthousiaste qui avait retenu l'attention du producteur. Selon Dallier, Lorraine correspondait parfaitement au profil qu'il recherchait. Jeune, ambitieuse, passionnée de cinéma et surtout suffisamment naïve pour croire aux perspectives professionnelles qu'il lui miroitait. L'appel téléphonique du 15 octobre avait pour objectif de proposer à Lorraine un casting test pour un rôle dans une production franco-italienne fictive. Dallier explique qu'il utilisait toujours cette approche progressive. D'abord, un contact téléphonique rassurant, puis un premier rendez-vous dans un lieu public pour mettre en confiance la candidate, enfin, des séances de plus en plus intimes dans ses studios privés. Le choix du Cinéma Rex n'était pas fortuit. Vincent Dallier connaissait parfaitement la passion de Lorraine pour le cinéma grâce à sa lettre de candidature. Lui proposer de se retrouver dans ce lieu emblématique des grands boulevards parisiens constituait un moyen habile de l'attirer en exploitant ses goûts personnels. Le producteur avait acheté une place pour la séance de 22h15 de Lost in Translation, siège numéro 15, juste à côté de celui que devait occuper Lorraine. Vincent Dallier décrit minutieusement le déroulement de cette soirée fatale. Il était arrivé au cinéma vers 22h05, s'était installé à sa place et avait attendu l'arrivée de Lorraine. Quand la jeune femme s'est assise au siège 14, il a engagé la conversation de manière apparemment naturelle, se présentant comme un producteur indépendant passionné par le film de Sofia Coppola qu'ils s'apprêtaient à voir ensemble. Pendant les 92 minutes de projection, Vincent Dallier a progressivement développé son discours de séduction professionnelle. Il a parlé à Lorraine de ses projets, de ses contacts dans l'industrie européenne, des opportunités qu'il pouvait lui offrir.
La jeune femme, selon ses souvenirs, semblait à la fois séduite par ses perspectives et légèrement méfiante face à cette rencontre fortuite. À la sortie du cinéma, vers 23h47, Vincent Dallier a proposé à Lorraine de poursuivre leur conversation dans un café proche. La jeune femme a d'abord hésité, évoquant l'heure tardive et son intention de rentrer chez elle. Mais Dallier insiste. Il a finalement réussi à la convaincre en lui parlant d'un projet de court-métrage dont le tournage devait commencer la semaine suivante et pour lequel il cherchait encore une assistante réalisatrice. Les deux se dirigent vers la brasserie Le Grand Café, boulevard des Capucines, établissement ouvert 24h24 qui accueille traditionnellement les noctambules parisiens. Le trajet à pied depuis le cinéma Rex ne prend que quelques minutes. Lorraine accepte de prendre un verre, mais maintient sa méfiance. Elle refuse notamment de monter dans la voiture de Dallier, préférant marcher et garder sa liberté de mouvement. Au café, la conversation se poursuit pendant environ 1 heure. Vincent Dallier déploie tout son arsenal de manipulation psychologique, alternant promesses professionnelles alléchantes et pressions subtiles. Il explique à Lorraine que l'industrie cinématographique française traverse une période difficile, que les opportunités se raréfient et qu'une jeune femme ambitieuse doit savoir saisir sa chance quand elle se présente. Vers 1h du matin, Dallier propose à Lorraine de visiter ses studios de Boulogne-Billancourt pour qu'elle se rende compte de la qualité de ses installations. La jeune femme hésite longuement, mais finit par accepter, séduite par l'argument professionnel et rassurée par le fait que les studios se situent dans une zone d'activité connue et fréquentée. Le trajet en voiture jusqu'à Boulogne-Billancourt s'effectue dans une ambiance tendue. Lorraine, selon Dallier, commence à manifester des signes d'inquiétude, posant des questions précises sur les projets évoqués, demandant des garanties contractuelles, réclamant des contacts de référence. Le producteur tente de la rassurer, mais sent que la méfiance de la jeune femme s'accroît. Arrivé avenue André Morizet vers 1h30, il pénètre dans les locaux d'Artistic Vision Productions. Dallier fait visiter à Lorraine ses bureaux, lui montre du matériel de tournage, des scénarios en cours de développement, des photos de plateaux de cinéma. Cette mise en scène professionnelle semble rassurer temporairement la jeune femme, qui retrouve une partie de son enthousiasme initial. Mais la situation bascule quand Vincent Dallier commence à évoquer concrètement les tests qu'il souhaite faire passer à Lorraine. Il lui explique que les producteurs européens exigent des books photographiques très précis, que les castings impliquent parfois des mises en situation particulières et que l'industrie cinématographique moderne impose des standards esthétiques très stricts. Lorraine comprend progressivement que les propositions de Dallier s'orientent vers un contenu de nature sexuelle. Elle refuse catégoriquement et exige de repartir immédiatement. Cette réaction provoque une colère violente chez le producteur, qui révèle alors sa véritable personnalité. Il reproche à Lorraine son manque de professionnalisme, sa naïveté et surtout son ingratitude face aux opportunités qu'il lui offre. La dispute s'envenime rapidement. Vincent Dallier, selon ses propres aveux, perd complètement son sang-froid face à ce qu'il perçoit comme un refus injustifié. Il tente d'abord de retenir Lorraine physiquement, lui bloquant l'accès à la sortie des studios. La jeune femme se débat, parvient à s'échapper, mais Dallier la rattrape dans le parking. C'est à ce moment que se produit le drame. Dans la lutte qui s'engage, Lorraine tombe et se blesse gravement à la tête en heurtant l'angle d'un muret en béton qui délimite le parking. Vincent Dallier, pris de panique, constate que la jeune femme a perdu connaissance et ne réagit plus à ses tentatives de réanimation. Il comprend alors qu'il vient de franchir une ligne irréparable. Les heures qui suivent voient Vincent Dallier sombrer dans un état de panique totale. Il transporte le corps inanimé de Lorraine dans ses bureaux, tente désespérément de la ranimer, appelle même un médecin de ses connaissances sous un prétexte mensonger. Mais tous ses efforts restent vains. Vers 6h du matin le 16 octobre 2003, Vincent Dallier doit se rendre à l'évidence. Lorraine Caron est décédée. Les aveux détaillés de Vincent Dallier permettent enfin de reconstituer intégralement les dernières heures de Lorraine Caron.
Mais l'inspecteur Claire Dubois exige des précisions sur les événements qui ont suivi la mort de la jeune femme. Comment Dallier a-t-il fait disparaître le corps? Pourquoi la carte d'identité a-t-elle été conservée pendant 5 ans avant d'être abandonnée dans cette poubelle de Boulogne-Billancourt? Vincent Dallier explique qu'après la mort accidentelle de Lorraine, il a sombré dans un état de panique qui a duré plusieurs jours. Sa première préoccupation consistait à faire disparaître toute trace du passage de la jeune femme dans ses studios. Il a minutieusement nettoyé les locaux, détruit tous les documents liés à leur correspondance et surtout réfléchi aux moyens de se débarrasser du corps sans éveiller les soupçons. La solution adoptée révèle une connaissance approfondie de l'industrie cinématographique parisienne et de ses circuits de sous-traitance. Vincent Dallier entretenait des relations professionnelles avec une entreprise de services spécialisée dans la destruction des déchets de production cinématographique, pellicules usagées, décors démontés, matériel défaillant. Cette société, Élimination Service, dirigée par un certain Roland Masse, disposait d'installations d'incinération industrielle à Gennevilliers. Roland Masse, ancien technicien du cinéma reconverti dans la gestion des déchets, acceptait parfois de rendre service à ses anciens collègues en éliminant discrètement des matériaux embarrassants sans poser de questions indiscrètes. Vincent Dallier avait déjà eu recours à ses services pour faire disparaître des films compromettants réalisés avec de jeunes femmes mineures. Le 18 octobre 2003, 3 jours après la mort de Lorraine, Vincent Dallier contacte Roland Masse en urgence. Il lui explique avoir un problème délicat à résoudre, sans préciser la nature exacte de sa demande. Masse, habitué à ce type de requête vague, accepte de se rendre au studio de Boulogne-Billancourt le soir même avec son camion d'enlèvement. Le transfert du corps s'effectue dans la nuit du 18 au 19 octobre. Roland Masse découvre alors la véritable nature du service demandé par Dallier, mais sa longue expérience des milieux interlopes du cinéma parisien l'a habitué aux situations extrêmes. Moyennant une somme importante, il accepte de faire disparaître le corps de Lorraine dans ses installations d'incinération de Gennevilliers. Cette révélation explique pourquoi aucune trace physique de Lorraine n'a jamais été retrouvée malgré 5 années de recherches intensives. Le corps a été totalement détruit dès octobre 2003, ne laissant aucun indice exploitable pour les enquêteurs. Vincent Dallier précise que Roland Masse est décédé d'un cancer en 2006, emportant avec lui le secret de cette élimination criminelle. Mais pourquoi Vincent Dallier a-t-il conservé la carte d'identité de Lorraine pendant 5 longues années? Cette question cruciale révèle les aspects psychologiques les plus troublants de cette affaire. Selon ses explications, il avait d'abord gardé ce document par simple réflexe de prudence, craignant qu'il soit découvert lors des perquisitions policières qu'il redoutait. Puis au fil des mois et des années, cette carte d'identité était devenue une source de culpabilité obsessionnelle. Vincent Dallier explique qu'il ne parvenait pas à s'en débarrasser, la considérant comme le dernier lien tangible avec sa victime. Il la gardait dans un coffret personnel, la contemplait régulièrement et vivait dans l'angoisse permanente qu'elle soit découverte. Son départ précipité pour l'Espagne en février 2004 s'explique par l'accumulation des pressions psychologiques. Les recherches policières, les articles de presse, les appels à témoins télévisés ravivaient constamment sa culpabilité. Il craignait également que ses anciennes collaboratrices finissent par témoigner contre lui et révèlent ses véritables activités. En Espagne, Vincent Dallier tente de refaire sa vie, mais le poids du secret devient de plus en plus insupportable. Il développe des troubles du sommeil, des crises d'angoisse et surtout une obsession croissante concernant la carte d'identité de Lorraine qu'il a emportée avec lui. Cette pièce à conviction devient le symbole tangible de son crime et de son impunité. Le déclic se produit en février 2008, lors du 5e anniversaire de la mort de Lorraine. Vincent Dallier, rongé par la culpabilité, prend la décision de libérer ce secret qui l'empoisonne depuis des années. Il retourne discrètement en France, se rend à Boulogne-Billancourt
et abandonne volontairement la carte d'identité dans cette poubelle de la rue du Point du Jour. Ce geste, apparemment irrationnel, répond en réalité à une logique psychologique complexe. Vincent Dallier explique qu'il espérait que cette découverte relancerait l'enquête et lui permettrait enfin d'être arrêté et jugé. Paradoxalement, il souhaitait que la vérité éclate, estimant que 5 années de mensonges et de fuites suffisaient. Son soulagement lors de son arrestation en Espagne confirme cette analyse. L'enquête révèle également que Vincent Dallier n'est pas un récidiviste dans le domaine criminel, mais plutôt un manipulateur qui a franchi une ligne qu'il n'avait jamais franchie auparavant. Ses activités avec Artistic Vision Productions relevaient de l'exploitation sexuelle et du chantage. Mais l'affaire Lorraine Caron constitue sa première expérience de violence physique aboutissant à la mort. Les investigations complémentaires permettent de retrouver plusieurs autres victimes de Vincent Dallier entre 2001 et 2003. 5 jeunes femmes acceptent de témoigner sur les castings abusifs qu'elles ont subis, confirmant les méthodes de manipulation décrites par l'ancien assistant de production Sandrine Moreau. Ces témoignages établissent un modus operandi répétitif et prémédité. Le 15 juillet 2008, Vincent Dallier est mis en examen pour homicide involontaire, séquestration, atteinte sexuelle et destruction de preuves. Il est également poursuivi pour les agressions sexuelles commises sur les autres victimes retrouvées par l'enquête. Son procès, prévu pour 2009, devrait permettre de faire toute la lumière sur cette affaire qui a défrayé la chronique parisienne. Marie Caron, informée des aveux de Vincent Dallier, traverse des émotions contradictoires. D'un côté, elle ressent un soulagement immense d'apprendre enfin la vérité sur la disparition de sa fille. De l'autre, la révélation des circonstances exactes de la mort de Lorraine ravive une douleur qu'elle croyait avoir apprivoisée. La dimension sexuelle de l'agression subie par sa fille ajoute une dimension particulièrement douloureuse à son deuil. Julien Lefebvre, lui aussi informé par l'inspecteur Dubois, réagit avec une colère immense contre Vincent Dallier, mais aussi contre lui-même. Il se reproche de n'avoir pas su protéger Lorraine, de n'avoir pas perçu les signes de danger, de n'avoir pas insisté pour l'accompagner ce soir-là. Cette culpabilité, irrationnelle mais compréhensible, nécessitera un long travail psychologique. L'affaire Lorraine Caron révèle les zones d'ombre de l'industrie cinématographique parisienne et les dangers auxquels s'exposent les jeunes femmes ambitieuses dans ce milieu. Elle souligne également l'importance de la persévérance dans les enquêtes criminelles. Sans la découverte fortuite d'Henri Garnier et l'obstination de l'inspecteur Claire Dubois, cette vérité n'aurait jamais été révélée. Les studios de Boulogne-Billancourt, qui abritaient des locaux de Artistic Vision Productions, font l'objet d'une enquête administrative approfondie. Les autorités s'interrogent sur les contrôles exercés sur les sociétés de production indépendantes et les mesures à prendre pour éviter que de tels drames se reproduisent. L'histoire de Lorraine Caron, étudiante passionnée de cinéma devenue victime de ses propres rêves, rappelle cruellement que l'ambition artistique peut parfois conduire aux pires tragédies. Sa mort, accidentelle selon les aveux de son agresseur, illustre les dangers des rencontres avec des prédateurs qui exploitent les aspirations légitimes des jeunes talents. 5 ans après sa disparition, Lorraine Caron peut enfin reposer en paix. Sa carte d'identité, retrouvée dans une poubelle de Boulogne-Billancourt, aura finalement permis de révéler la vérité et de rendre justice à une jeune femme dont le seul tort fut de croire aux promesses d'un homme sans scrupules. Cette affaire nous montre comment les rêves les plus légitimes peuvent être exploités par des prédateurs sans scrupules, et comment une rencontre apparemment anodine peut basculer dans le drame. La persévérance d'Henri Garnier et de l'inspecteur Claire Dubois aura permis de révéler une vérité cachée pendant 5 longues années. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous soupçonné le lien avec l'industrie cinématographique dès la découverte de la carte d'identité? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également aux enquêtes criminelles réelles.